Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous poser une simple question. Et si la Porsche 914 n'avait pas eu la carrière qu'elle méritait? Et si Porsche n'avait pas osé lui offrir son plein potentiel de peur qu'elle ne concurrence la 911? Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'aurait pu être la 914 si Porsche avait osé se lâcher un petit peu. Et vous allez voir qu'elle aurait pu être un petit peu française, un petit peu italienne, mais en tout cas carrément monstrueuse. Allez, c'est parti! La 914, c'est typiquement le genre de voiture le cul coincé entre deux chaises. Dans les années 60, la 911 qui a succédé à la 356 connaît un franc succès, mais on lui reproche deux choses. La première, c'est son coût très supérieur à celui d'une 356. Et ceux qui ont eu la chance de pouvoir acheter une 356 n'ont pas forcément les moyens de passer à la 911 qui se veut plus bourgeoise. Au catalogue Sonoto de 1964, un coupé 356 SC était affiché à 28 900 francs contre 43 000 francs pour une Porsche 911. Ça pique un peu. Deuxième reproche, c'est sa tenue de route. Le flat 6 en porte-à-faux arrière, c'est la pire des configurations pour une sportive, à tel point que sur ses premiers modèles de 911, Porsche a dû rajouter 50 kg de lest en plomb à l'avant pour tenter d'équilibrer la répartition des masses. Et quoi de pire que de devoir rajouter du poids pour une sportive, je vous le demande. Alors pour essayer de corriger ce premier défaut, Porsche va sortir à la 912 en gros. C'est une caisse de 911 mais avec un flat 4 de 356. Le compromis est réussi, mais son petit moteur de 90 chevaux lui donne un peu l'image de la Porsche du gars qui n'a pas les moyens de ses ambitions en fait. Finalement, malgré 30 000 exemplaires vendus, la 912 sera remplacée par la 911T, une vraie 911 d'entrée de gamme avec un flat 6, mais dégonflé à 110 chevaux au lieu des 130 de base. Par contre, pour corriger le défaut du moteur en sac à dos, pas moyen de changer l'architecture de la 911. Alors Porsche va avoir une idée toute simple, créer une toute nouvelle voiture avec un cahier des charges assez simple. Ça devrait être une voiture accessible, légère, performante, maniable et efficace en courbe, et qui ne ressemble surtout à aucune autre Porsche. Mais développer un tout nouveau modèle, ça coûte très cher. Alors Porsche va naturellement se tourner vers Volkswagen, dont la Karmann Ghia arrivait en fin de vie. Et ensemble, ils vont former le consortium Volkswagen-Porsche pour sortir un véritable ovni. Fini les courbes féminines de la Karmann, dehors les lignes sensuelles et intemporelles de la 911, la 914 est là pour casser les codes et entrer dans les années 70 avec fracas. C'est une petite barquette taillée à la serpe, presque symétrique avec un toit amovible. Sa ligne de caisse basse et hyper tendue cache une stricte 2 places, mais surtout un moteur en position centrale arrière qui lui donne un équilibre parfait et une efficacité redoutable sur les petites routes sinueuses. Sous le capot, on retrouvait à l'origine le petit 4 cylindres 1,7 litre de 80 chevaux d'origine Volkswagen, mais la puissance est montée jusqu'à 110 chevaux grâce à l'arrivée du flat 6 Porsche qu'on retrouvait déjà dans la 911T. Et n'en déplaise aux puristes de la 911, mais entre 69 et 76, il va s'en vendre 115 914 4 cylindres et 3500 6 cylindres, donc beaucoup plus que la première série de 911 Type G qui s'est vendue à 89 000 exemplaires en 10 ans de carrière. Pourtant, malgré un style déroutant à sa sortie et ses petits moteurs, vous allez voir qu'elle aurait pu connaître une autre carrière grâce à des versions restylées et mieux motorisées. Alors pour commencer, on va revenir en France et plus précisément chez Brissonneau et Lotz. Alors si ce nom ne vous dit rien, c'était une entreprise qui à l'origine était spécialisée dans la fabrication de trains et de wagons, mais ils avaient décidé de se diversifier un petit peu en produisant des carrosseries pour certains constructeurs. Et surtout, n'oubliez pas ce nom, car on en reparlera bientôt pour un nouvel essai d'un modèle unique. Comme d'habitude, on est sur Aeroauto quand même. Donc, chez Brissonneau et Lotz, il y avait un designer du nom de Jacques Cooper qui a décidé de partir du 914 6 cylindres pour en proposer sa propre vision, une version beaucoup plus consensuelle et moins clivante que le modèle de base, en tout cas à son avis. Mais l'entreprise n'ayant pas les moyens financiers pour développer un nouveau prototype, Cooper va se tourner vers Heuliez qui va poursuivre le projet. Alors le projet réalisé par Heuliez sera baptisé la Murène. C'est un petit coupé aux lignes fluides mais qui va perdre son toit targa au passage, pourtant un des éléments les plus sympas de la 914. Habillée d'une livrée 2 tons avec un bas de caisse beige clair et une partie supérieure marron glacé, elle sera présentée au Salon de l'Auto de Paris en octobre 1970 où elle connaîtra son petit succès. Mais le projet n'intéresse pas le consortium Volkswagen-Porsche, qui ne souhaite pas désavouer son propre produit et créer un concurrent à Karmann qui produisait déjà la 914, c'est naturel. Sans réseau de distribution, Heuliez ne prend pas le risque de se lancer dans la commercialisation de la Murène et le prototype ne passera même pas le stade de l'homologation. Alors finalement, ce modèle sera repeint en orange pour lui donner un côté plus dynamique,
et faire encore quelques apparitions, puis retournera dans les réserves de Liège, avec quand même 12 000 km au compteur, un chiffre qui peut paraître étonnant pour une voiture qui n'a jamais été immatriculée. Finalement, c'est après un passage dans les ateliers de restauration de Heuliez et la faillite de l'entreprise que la voiture sera rachetée par un particulier qui continue aujourd'hui à la faire vivre et assure sa sauvegarde. Et si sous cet angle et avec cette couleur, elle titille peut-être un petit coin de votre esprit, c'est peut-être parce qu'elle vous rappelle une autre création de Jacques Cooper, le TGV. Allez, si la version française ne vous a pas convaincu, eh bien on va se rendre en Italie bien sûr, et plus précisément chez Giugiaro. En 1970, Giorgetto Giugiaro monte sa nouvelle maison de style, Ital Design, et la Porsche 914 est une base parfaite pour décliner le nouveau style wedge des années 70, avec des lignes en coin et des arêtes très marquées. C'est donc avec ce modèle que Ital Design va poser les bases de son style. Avant incisif comme une lame de rasoir, pare-brise aligné avec le capot arrière haut et ceinture de caisse à la voie rectiligne et montante. Mais surtout, ce sont les portes papillons qui poseront la dernière touche de ce style révolutionnaire. Et pour bien marquer le coup, eh bien ils ne vont pas se contenter d'appliquer ce mécanisme uniquement aux portes des passagers, non, ils vont utiliser la même recette pour les ouvertures du coffre. Présenté au Salon de Turin de 1970, Giugiaro la surnommera Tapiro puisqu'il lui trouvait une certaine ressemblance avec le tapir, allez savoir pourquoi. Bref, si elle a plus servi d'études de style que de véritables propositions pour Volkswagen Porsche, elle a aussi servi d'inspiration pour pas mal de modèles de série à venir comme la Maserati Bora, la Lotus Esprit et même la DeLorean DMC12. Finalement, l'unique Porsche 914 Tapiro construite connaîtra comme la Murène une brève carrière dans les salons automobiles avant d'être vendue à un industriel espagnol et de finir incendiée. Alors la version officielle parle d'un accident de la route dans les années 80, car elle était censée rouler parfaitement à cette époque-là. Mais la rumeur raconte plutôt que les employés du dit espagnol l'incendieront pour montrer leur mécontentement vis-à-vis de leur patron. Je vous laisse choisir la bonne version. Bref, les restes roussis de la 914 Tapiro reposent aujourd'hui en l'état au musée d'Ital Design, dans l'attente peut-être un jour d'avoir le droit à une restauration complète. On a le droit de rêver. Alors on vient de le voir, essayer de changer la ligne déconcertante de la 914 n'a pas été une réussite, quel que soit le designer qui s'est penché sur le problème. Mais comme dirait Maître Renard, si personne n'a pu en changer le plumage, peut-être qu'on peut s'attaquer au ramage. Et comme le châssis semble pouvoir encaisser beaucoup plus de puissance, les ingénieurs de chez Porsche vont donc s'attaquer aux entrailles de la bête. Le 4 cylindres Volkswagen, c'est un poumon. Le 6 cylindres Porsche, mention peut mieux faire. Alors pourquoi ne pas lui fourrer carrément un 8 cylindres et pas n'importe lequel? Le Flat 8 3 litres de 350 chevaux de la Porsche 908 de course, rien que ça. Deux voitures seront alors construites. La première, peinte en orange, se distingue du modèle de série par son toit soudé, ses ailes élargies, la présence de 4 phares pop-up au lieu des 2 de base, et des pare-chocs en acier qui lui donnent une véritable mâchoire de boxeur. La petite barquette est transformée en véritable monstre. De couleur grise, la seconde reprend une carrosserie plus normale avec des ailes standards et des feux escamotables simples. Et si elle a aussi un toit rigide soudé, elle a quand même droit à un toit ouvrant. Enfin, pour la rendre un petit peu plus civilisée, la puissance du moteur est revue à la baisse avec seulement 300 chevaux sous le capot. Pourtant, ces deux voitures, destinées respectivement à Ferdinand Piëch et Ferry Porsche, ne vont pas leur plaire, et elles finiront dans les réserves de chez Porsche avant d'aller remplir les allées du musée de Stuttgart. Il faudra attendre 1971 pour que la 914 ait une dernière chance de recevoir enfin le bloc qu'elle méritait. Conçue pour concurrencer directement la Ferrari Dino 246 et rebaptisée 916, elle était basée sur le châssis de la 914 standard fabriqué par Karmann, mais profondément modifié par Bor qui va lui souder un nouveau toit en acier à la place du toit amovible en plastique des modèles de série. Bor ajoutera également un réservoir de 100 litres à l'avant, des plaques de renfort pour rendre le châssis et la suspension plus rigides, ainsi que des élargisseurs d'ailes avant et arrière en acier, similaires à ceux utilisés sur la 914-6 GT de compétition pour envelopper des pneus plus larges. Le nez, lui, intégrait un béquet et des entrées d'air pour un radiateur d'huile supplémentaire, flanqué de 2 phares longue portée encastrés. De plus, de nombreuses modifications intérieures ont été apportées, rendant le cockpit de la 916 beaucoup plus sophistiqué et mieux isolé que celui de la 914. Le premier prototype de la 916 devait être dévoilé au Salon automobile de Paris de 71, mais 2 semaines avant l'événement, le projet a été annulé en raison de l'explosion des coûts de développement. Alors en plus du modèle prévu pour le salon, 10 autres exemplaires de pré-production avaient été achevés ou presque.
Alors histoire que ce ne soit pas perdu pour tout le monde, eh bien 5 d'entre eux ont donc été vendus à des membres de la direction et à des proches de l'entreprise, et les autres ont été vendus à des particuliers. Par contre, le prototype du salon de 71, non comptabilisé parmi les 10 exemplaires de pré-production, a été offert, lui, à Ferdinand Piëch, qui l'a donné à son épouse. Et devant la brutalité de l'engin, elle lui a donné le doux surnom de Brutus. En fait, cette voiture était redoutable, car contrairement aux 10 autres qui étaient équipées du 2,4 litres de 190 chevaux, eh bien celle-là était équipée d'un moteur RSR de 2,9 litres développant 245 chevaux. Alors si on a un peu perdu la trace des 10 916 à moteur 2,4 litres, l'histoire de la Brutus, elle, est bien documentée. En 1974, elle sera vendue à un colonel canadien qui l'emmènera avec lui aux États-Unis lors de sa nouvelle affectation en 1978. Elle passera ensuite de main en main et subira plusieurs restaurations dont la dernière durera 3 ans. Elle sera ensuite présentée en mars 2017 au concours d'élégance d'Amelia Island avant d'être exposée pendant 6 mois au North American Headquarters de Porsche à Atlanta, et elle fera même partie de la rétrospective spécialement consacrée à la marque au sein du superbe Peterson Museum de Los Angeles. Finalement, la voiture sera vendue aux enchères par Arturial lors du salon rétromobile de 2019 pour la modique somme de 928 000 €, ouais, presque 1 million d'euros pour une 914. On adjuge, ladies and gentlemen, Alors malgré toutes ces tentatives, eh bien, vous avez dû le remarquer, mais la 914 est restée la 914. Et elle n'a eu droit qu'à une petite montée en puissance du petit 4 cylindres d'origine Volkswagen. Pourtant, malgré un désamour des Porschistes qui l'ont presque voué à l'oubli, eh bien aujourd'hui, cette petite barquette à moteur central arrière remonte doucement dans l'estime des amateurs de voitures anciennes, à tel point que sa cote ne fait que monter. Alors, est-ce que c'est parce qu'on lui reconnaît enfin ses vraies qualités? Est-ce que c'est parce que c'était une des dernières Porsche encore accessibles? Ou est-ce que c'est juste parce que les vrais Porschistes n'ont plus assez de salive pour lui cracher dessus depuis 50 ans? Bref, ça, je vous laisse me répondre dans les commentaires. En tout cas, elle fait vraiment partie des voitures que moi j'aimerais essayer un jour. Alors si vous en avez une et que vous habitez pas trop loin de Tours, vous savez où me trouver. Alors en attendant que ça arrive, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo, de la booster si vous la regardez sur un téléphone ou une tablette, et on se retrouve bientôt ici pour parler encore et toujours auto, avec un œil dans le rétro. Allez, tchuss!